RMC, le grand oral des grandes gueules. Nous sommes avec le philosophe, essayiste, auteur de Voyage d'un philosophe au pays des libertés, Gaspard Koenig. Bonjour. Bonjour. Quand on dit liberté, on dit libéralisme. Déjà, si on pouvait redéfinir ce que c'est que le libéralisme, Gaspard Koenig. C'est un mot qui a eu un parcours un peu compliqué en France et qui est aujourd'hui souvent mal compris ou rejeté, mais la définition la plus simple du libéralisme, c'est d'abord une philosophie politique, donc c'est vraiment, ça concerne l'organisation de l'État et de la société, dans lequel le but principal est de rendre l'individu le plus autonome possible, de lui donner la plus grande liberté de choix. Je pense qu'après, il y a 1000 définitions possibles, il y a 1000 écoles et c'est très complexe. Et je pense que tout le monde se retrouve sur la priorité donnée à l'individu sur, par exemple, d'autres structures sociales. Jacques. Pourquoi le libéralisme est autant rejeté en France ? C'est d'autant plus paradoxal que c'est quand même la France qui l'a inventé au XVIIIe siècle, qui lui a donné son nom au début du XIXe avec Mène de Biran, qui en a fait une très belle doctrine, qui a largement influencé d'ailleurs les anglo-saxons, qui Adam Smith lisait Turgot, et puis ça a disparu. Alors les historiens se disputent un peu, chacun a sa petite théorie pour expliquer ça. Ça a beaucoup disparu quand même à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Ça a disparu aussi du champ académique assez clairement. Moi, j'ai étudié la philosophie très longtemps et on m'a jamais enseigné le libéralisme en tant que doctrine pleine et entière. Il a fallu que je la découvre un peu par moi-même en allant gratter les textes. Alors pourquoi ? Honnêtement, j'ai pas de réponse très claire. Il y a la thèse de l'historien Paxton sur Vichy, c'est que Vichy a changé l'organisation de la conception de l'État en France et a porté un premier coup au libéralisme en tant que doctrine. Bon, ça se discute, mais voilà, c'est une hypothèse comme une autre. Le libéralisme, aujourd'hui, quand on dit être libéral, c'est être pour la dérégulation économique à tout crin. Et on a vu d'ailleurs votre échange un peu musclé chez Laurent Ruquier avec Adrien Quatennens, qui est un député de la France insoumise. Mais je pense pas du tout. C'est le libéralisme qui a inventé l'État moderne, qui a inventé la régulation. Pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait de la régulation. Et ça, même, ça se voit dans les foires. Les premiers marchés, c'est les foires des campagnes. Il y a un très beau livre d'une historienne qui s'appelle Laurence Fontaine sur le marché, histoire d'une conquête sociale, où elle montre comment les marchés, quand ils s'organisaient, les marchés physiques, où les paysans venaient leur vendre leurs produits, et les endroits où on a commencé à faire de la régulation, et où on a commencé aussi à contester l'ordre établi, parce que les gens pouvaient s'enrichir au détriment des nobliaux du coin. Et donc, le libéralisme c'est toujours accompagné de régulation, jusqu'aux libertariens des années 70, mais laissons-les de côté pour le moment. Simplement, la question, c'est quelle régulation ? Est-ce qu'on veut une régulation qui distingue la société en différents segments et qui assigne à chacun une mission au nom du bien commun, ou est-ce qu'on veut une régulation qui mette tout le monde sur un pied d'égalité, qui donne sa chance à tout le monde et qui ensuite laisse les gens libres de mener leurs propres affaires ? Est-ce que la France est appelée libérale ? La France et libertaire. Il me semble. Alors le sujet du livre, ça a justement été de voyager ailleurs en France. Pour voir par contraste que moi, la France me semble rester un pays, certes, plus libéral que la Chine ou que la Russie, mais qui garde quand même des structures extrêmement dirigistes, à la fois sur le plan politique, où on a des institutions, les institutions de la 5e, et surtout depuis 62, c'est des institutions extrêmement autoritaires, plan politique, où économiquement, ça reste très dirigiste, et où sur le plan sociétal, on a quand même du mal à élargir le spectre des libertés publiques. Voilà. Quels sont les exemples qui vous ont inspiré ? Alors, pourquoi avez-vous voulu voyager et voir ce qui se passait ailleurs ? Parce que je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de pays qui est le modèle du libéralisme ou de ce qu'on pourrait souhaiter. En revanche, il y a des pays qui, petit bout par petit bout, illustrent cette doctrine. Et donc moi, j'ai regardé les thèmes qui m'intéressaient. En fonction des thèmes, j'ai été chercher des pays qui les expérimentaient de manière radicale. Donc par exemple, j'ai été voir alors ça c'est dans le livre précédent, j'ai été voir les Suisses qui font de la démocratie directe, qui est une forme d'exercice. Les votations. Voilà, les votations, d'exercice du pouvoir citoyen extrêmement clair, et où le rôle du pouvoir exécutif est simplement d'exécuter les décisions du peuple. J'ai été voir au Colorado. C'est possible dans un petit pays, ça, ce que font les Suisses. Au niveau de la France, c'est beaucoup plus compliqué. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai été voir, par exemple, les cantons suisses, où ils gèrent les affaires locales. Les affaires locales, pour les Suisses, c'est 50% des affaires, et où les Suisses se réunissent sur la place du village, dans des cantons comme Glaris, par exemple, et ils votent à main levée, ils proposent, amendent, et votent les lois qui gèrent le canton. Mais c'est des lois assez importantes. C'est sur quand on fait ça en France, on ne respecte pas. On l'a vu avec notre ami c'est un problème. Mais exactement. Voilà un bel exemple. Mais c'est un bel exemple. C'est un bel exemple, c'est qu'on n'a pas l'habitude et la pratique de la démocratie, au sens où la démocratie
comme disait Tocqueville, ça doit partir de la démocratie locale. Une fois qu'on sait s'entendre sur des problèmes très concrets, où chacun peut comprendre, parce que ça concerne son environnement immédiat, ensuite on peut peut-être passer aux problèmes un peu plus sérieux, nationaux, etc. Alors nous, c'est vertical. Souvent, ça demande des changements. Souvent, ce que vous décrivez demande des changements structurels. Et ce que j'ai eu du mal à faire, c'est le lien de causalité entre le fait que ça marche, que par exemple, le cannabis, ça fonctionne en Californie, et dans quelle mesure ça pourrait être bénéfique pour la France. Et c'est à peu près ce que j'ai ressenti sur tous les... surtout, si vous voulez, je vous rejoins sur... Prenons l'exemple du cannabis. Voilà. On n'arrive même pas à avoir un débat en France, un débat politique sur la dépénalisation ou la légalisation du cannabis. Là, on en est à la contravention, à l'amende. Vous savez qu'il y a 17 millions de personnes en France qui ont fumé un joint une fois dans leur vie. Ça veut dire qu'il y a 17 millions de personnes qui sont passibles d'une peine d'1 an d'emprisonnement. Donc je propose qu'on mette 17 millions de personnes en prison, si on veut faire respecter la loi. Maintenant, ils auront un non. Maintenant, ils ont gardé le caractère délictuel. C'est d'ailleurs un problème dans cette réforme. Et pour répondre à votre question sur... Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit au retour de chaque voyage. Quand j'étais en Finlande, regarder les prisons... C'est pas une critique, c'est vraiment une volonté de comprendre. Quand j'étais en Inde, regarder les religions. Quand j'ai été au Colorado, regarder les drogues. Quand j'étais au Pérou, regarder les microcrédits. À chaque fois, on m'a dit « Ah oui, mais ça marche dans tel pays parce qu'ils ont peut-être des structures culturelles différentes des nôtres. Mais chez nous, c'est différent. Chez nous, c'est compliqué, etc. » La vérité, moi, il y a une nouvelle école historique assez intéressante de Acemoglu, Niall Ferguson, qui a tendance à montrer que, en fait, les facteurs culturels sont assez peu importants par rapport au système d'incitation qui est construit par la politique publique. Et ils prennent l'exemple d'une ville qui est à cheval entre le Mexique et les États-Unis. Et ils disent, cette ville, c'est exactement la même culture. C'est les mêmes gens, c'est la même langue, c'est les mêmes familles. Et pourtant, quand vous regardez le côté américain, c'est riche, c'est prospère, c'est ordonné, etc. Quand vous regardez le côté mexicain, je caricature à dessein, c'est un peu le bazar, ça marche pas bien, il y a de la corruption. Bon. Et ils disent pourquoi ? Parce que les structures d'État sont différentes, les structures d'incitation sont différentes, alors que culturellement, la population est la même. Et donc moi, je pense que c'est tout à fait... les exemples réussis que j'ai vus partout sont parfaitement transposables en France. Il faut simplement avoir l'audace de le faire. Et on a souvent du mal en France à réformer. On est assez bon pour les révolutions, mais on a mal à faire. C'est-à-dire qu'on manque de courage politique, quoi, en France. C'est ça, on est assis sur un système qui, tant bien que mal, fonctionne et il y a une espèce de cooptation, quelle que soit l'alternance politique. Au-delà de ça, c'est la finalité qui n'est pas claire. Oui, mais au-delà de la... Allez-y, Gaspard Koenig. Pardon. D'abord, je pense que le mode d'élection qu'on a, présidentiel, n'est pas très propice, en fait. Donc vous êtes contre l'élection présidentielle ? Tout à fait contre l'élection présidentielle au suffrage universel. Bien sûr, moi je suis pour un régime. Mais les Français sont attachés à ça. C'est ce qu'on dit. On ne peut pas y toucher à ça. Excusez-moi, mais... C'est pour un régime parlementaire. De 1870 à 1962, c'est-à-dire pendant quasiment un siècle, nous étions dans un régime parlementaire. C'était la pagaille des majorités. Mais c'est pas vrai, ça a traversé, ça c'est le mythe que veut nous faire croire la Ve République, ça a traversé une guerre mondiale, et ça a fait la décolonisation. Donc c'est pas des républiques qui n'ont rien fait. Et les gouvernements tournés. C'est pas ce que je dis. Et aujourd'hui, il y a le ministre des Finances. La majorité était plus fragile. La décolonisation, c'est faux. C'est le général de Gaulle qui a fait. C'est vrai qu'il n'était pas le processus a été entamé par la 4e République. Exact. Et ce que je veux dire, c'est que certes, les gouvernements tournaient, mais aujourd'hui, dans une république soi-disant stable, vous avez un ministre des Finances tous les 2 ans, c'est pas pire. Et surtout, la loi, elle n'était pas faite par le gouvernement, elle était faite par le Parlement. Vous aviez des orateurs au Parlement qui représentaient véritablement des gens qui pouvaient faire basculer des majorités, qui pouvaient proposer des idées et triompher au Parlement, comme ça se passe encore aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, qui est un bon modèle, alors qu'aujourd'hui, le Parlement, honnêtement, c'est rien. Tous décident dans l'exécutif, et quand vous voulez protester, vous allez dans la rue, vous écrivez des tribunes, etc., mais tout le monde dit, qu'à penser. Et le président est devenu un bête sacré. Ici même, dans les grandes gueules, Gaspard Koenig, dans les discussions que nous avions, je crois que c'était une auditrice, elle nous écoute peut-être, c'est Dany, qui se dit, mais en France, on est dans une dictature. Alors, le terme est un peu fort parce qu'il y a quand même un état de droit. Employer le terme de dictature, même si le pouvoir est vertical. Mais absolument, mais je trouve qu'il est très peu, il n'est pas dictatorial au sens où il y a quand même un état de droit, des juges, etc. Mais je trouve qu'au niveau du processus de décision politique, il est extrêmement peu démocratique. Il y a une élection, il y a une élection tous les 5 ans plébiscitaire sur un visage et sur des malentendus parce que c'est le bazar, c'est des programmes, il faut tout acheter 100% de chaque programme. Et ensuite, on a la rue ou la presse pour ce libéralisme dans le Colorado qui a permis la dépénalisation du cannabis, justement. Est-ce que pour autant le Colorado est devenu un État où la population a régulièrement la tête à l'envers ou pas? Parce que c'est ça aussi qui fait dire si on dépénalise, puisque vous vous inspirez, ce voyage c'est pour nous montrer d'autres modèles. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au Colorado? Les caisses de l'État sont pleines et le pays comment va-t-il? Enfin, l'État comment va-t-il? En fait, honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose à la vie des gens.
Et en fait, c'est quand les gens se sont aperçus que ça n'a pas changé grand-chose à leur vie qu'ils ont massivement soutenu cette politique. Ils se sont dit, bah oui, en fait, ceux qui fumaient avant peuvent continuer à fumer dans de meilleures conditions, c'est-à-dire avec un produit qui est sain, qui est contrôlé, puis il y a le cannabis thérapeutique. dans un marché, voilà, en plus ça peut permettre de soigner des maladies, dans un marché qui est régulé, qui est contrôlé. La consommation n'a pas du tout explosé, elle a un tout petit peu augmenté au début, ensuite elle est redescendue à son niveau d'avant. Le taux d'addiction a baissé, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont des véritables problèmes avec la drogue peuvent aller à l'hôpital sans avoir peur ensuite de finir en prison, puisque le sujet est ouvert, c'est plus un tabou. Donc, on peut faire des politiques de santé publique, ils font effectivement des politiques fiscales, donc en plus, l'État récolte beaucoup d'argent pour construire des écoles ou pour financer les programmes liés au trafic ou à la lutte contre le trafic de drogue, et on peut réguler encore une fois. Par exemple, il y avait la question de savoir dans les gourmandises au cannabis, qui sont en fait très populaires. Des bonbons, quoi. Bonbons, mais alors il y a des bonbons, mais alors il y a beaucoup d'innovations. Donc il y a des bonbons, mais aussi des tartes à la crème, des chocolats belges, etc. Bon, et ben le problème, c'est que quand vous l'ingérez, le produit ne fait son effet qu'au bout de 3 heures. Dans de la digestion. Du coup, il y a des gens qui disent, ah bah tiens, ça fait rien, bah je vais en prendre 5, et puis à la fin, ils explosent. Donc du coup, le régulateur a dit, bon, eh ben, on va obliger à marquer des doses, de sorte qu'on décompose tous les produits par entité de 10 mg, et que les gens comprennent la dose qu'ils absorbent. Vous voyez, ça c'est un exemple typique, c'est un détail très technique, mais c'est un exemple typique de régulation bien pensée, dans la mesure où ça ne nuit à personne d'autre. Pour moi, donc ça doit être légal. On libère d'un côté et ça permet de réguler de l'autre. Mais comme toujours. Mais à la base, fondamentalement, vous prêtez des qualités à l'homme, des qualités fondamentales. Ça, je vais vous répondre là-dessus. Allez-y. Je pense que, en fait, comme aujourd'hui, on infantilise les gens, on leur dit quoi faire, pas quoi faire, etc. Du coup, effectivement, ils se comportent mal et on se dit, on va pas leur donner de liberté. Et je pense que, en fait, c'est un cercle vertueux. Plus vous leur donnez de liberté et de responsabilité, plus vous apercevez que l'homme est perfectible, comme le disaient les philosophes des Lumières, et qu'il progresse. J'ai vu ça avec des prisonniers en Finlande qui sont dans des espaces très ouverts, donc on pourrait dire, les gens, ils vont. Et franchement, les Finlandais, c'est pas des tendres. Ça existe en France, en Corse. En Corse, il y en a une en Corse qui marche très bien. Absolument. Qui marche très bien et qu'on pourrait imaginer reproduire. Enfin, j'espère en tout cas que ça se fera, parce que je crois que c'est en discussion aujourd'hui. C'est un modèle. Et voilà. Et vous apercevez qu'en fait, que ce soit pour le cannabis ou pour des prisonniers, les gens, quand on leur donne des responsabilités, ou pour d'ailleurs ceux qui votent en Suisse, quand on leur donne des responsabilités, ils deviennent plus mûrs, ils deviennent plus intelligents, ils commencent à prendre leur vie en main. Et je vais vous donner un autre exemple très très concret sur la politique routière. Vous avez des problèmes d'accident de la route sur une route. Vous avez 2 politiques possibles. Soit vous dites je réprime, je baisse la limitation de vitesse, je remets des radars, etc. Et effectivement, ça va marcher, vous aurez moins d'accidents. Et vous pouvez faire exactement l'inverse. Ça s'appelle les naked roads, qu'on a en Hollande et en Angleterre, où vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous enlevez tout. La route devient un espace complètement vierge, une bande de bitume. Vous avez enlevé les limitations de vitesse, enlevé les bandes au sol, tout. Et du coup, les gens, quand ils arrivent là-dessus, ils se disent, oulala, c'est quoi cet environnement nouveau où tout d'un coup, je suis plus dans mon petit canal là. Ils se responsabilisent. Et du coup, ils ralentissent, ils regardent, ils retrouvent le sentiment d'être au volant d'un véhicule qui peut être dangereux, létal. Ouais. Et sur ces tronçons de voies où cette méthode a été expérimentée, le taux d'accident a réduit également. Ouais. Voilà ce que je veux dire, c'est que quand on a un problème, on peut le résoudre par la contrainte ou par la liberté, et qu'on peut que c'est plus sain de responsabiliser les gens que de les infantiliser. Quelques exemples, la discussion va continuer. Fatima a corné ses pages et puis elle a les questions à poser. Jacques aussi, David Dickens, on reparlera de la réforme de la SNCF, on reparlera de l'héritage, on parle beaucoup d'héritage aussi en ce moment. Du revenu universel. Ouais, du revenu universel. Du libéralisme libéralisme sur la religion aussi, parce qu'en France on est très corseté là-dessus. Or, justement, vous dites non, au contraire, arrêtons, il faut déverrouiller. Restez avec les grands gueules, c'est Gaspard Koenig qui passe le grand oral des GG. Ce sont des expériences que nous fait partager le philosophe Gaspard Koenig, qui est aujourd'hui dans les GG. Ce sont ces voyages au pays des libertés, voyages d'un philosophe, pour voir ce que peuvent nous inspirer différents pays dans leurs expériences. À nous la France. Fatima Idbounoua. Alors, vous vous présentez donc comme un philosophe, comme un spectateur impartial. Mais je lis.
vous dites « Chemin faisant, je suis sortie de ma zone de confort social et intellectuel en croisant davantage qu'à l'accoutumée les damnés de la terre, filles mères des bidonvilles de Lima, drogués des faubourgs de Denver, et vous énumérez. Et un peu plus loin, vous parlez de votre retour, et vous croisez aussi des vrais pauvres, ceux que vous appelez les vrais pauvres. Et vous parlez de votre retour à Paris et vous dites « Par contraste, à chacun de mes retours à Paris, combien les Français me semblèrent favorisés, nous qui dénonçons à longueur de tribune les injustices, ne sommes-nous pas les aristocrates du XXIe siècle ? Nous sommes simplement donné la peine de naître pour profiter tout à la fois des richesses accumulées par nos ancêtres et d'un état de droit. » Qui est ce nous ? Là, je parle des Français, c'est-à-dire les gens Tous les Français. Non mais dans l'ensemble, moi je suis le premier à dénoncer les problèmes en France, puisque je passe ma vie à ça, à écrire des tribunes, à faire un think tank, etc., sur la France. Mais quand on voyage beaucoup, on revient, on s'aperçoit que quand même, par contraste, on a un environnement extrêmement favorable, ne serait-ce d'ailleurs que géographique, tous les Français, climatologique. Ensuite, c'est pas tous les Français évidemment, c'est pour ça que je me bats pour le revenu universel en France. On a fait des propositions, etc. Je dis que dans l'ensemble, d'abord, on n'a pas des phénomènes de pauvreté. Vous n'avez pas les bidonvilles de Lima en France. Vous avez des problèmes de bidonvilles, il y a la réapparition des bidonvilles, etc. Mais vous n'avez pas 4 millions de personnes dans les bidonvilles aux portes de la capitale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié à votre poste d'observation ? Parce que vous dites vous-même, j'ai eu l'occasion de sortir de ma zone sociale. Écoutez, moi, bidonville, je veux parler des coquetiers à Bobigny, où on avait des enfants qui avaient un t-shirt en hiver, qui ont été expulsés, qui avaient pas. On va vous parler de quelqu'un, même les retraités qui nous écoutent et qui vont être qui ont des revenus. Il y a des retraités ouvriers, quelqu'un qui a été ouvrier OS pendant toute sa vie. Mais si vous voulez, grosso modo, il y a des pauvres en France bien aussi. Sûr, mais en France, les gens ont grosso modo l'eau courante, l'électricité, peuvent subvenir à leurs besoins de base. Ce n'est pas le cas dans énormément de parties du monde, et on s'aperçoit en voyageant que nous sommes un périphérique. D'ailleurs, on est un périphérique puisqu'on est la 5e puissance mondiale. Derrière votre on ou votre nous, il n'y a qu'un certain milieu, parce que d'autres gens s'en sont aperçus sans que vous le releviez. Et surtout, il y a l'idée, voyez, vous parlez des pauvres dans le monde en disant ils ont leur pudeur les rend, au sens de Smith, infiniment sympathiques parce qu'ils ne récriminent pas, eux, alors que moi, des pauvres dignes en France qui ne récriminent pas, qui vont bosser, qui se taisent, il y en a énormément aussi, et des vrais pauvres. C'est ça qui me gêne un peu dans cette France bashing, on va dire. Non, mais c'est pas la France bashing. D'ailleurs, j'ai lu le livre d'Anne Niva qui fait ce que j'ai fait dans le monde en France, j'aime beaucoup cette démarche, je trouve qu'elle est excellente, et je connais quand même bien la France. Moi, j'y voyage aussi beaucoup. C'est juste la formule qui est un peu maladroite. Simplement, je dis que dans l'ensemble, on perçoit ce contraste, qu'on relativise nos problèmes, qu'il faut s'y attaquer et qu'il faut faire des propositions. J'ai une autre question, juste, ça c'est sur votre idéal, si j'ai bien compris, de libertarien et de cosmopolitique, c'est ça, c'est le citoyen du monde, et donc de renoncer à l'idée de souveraineté nationale, dites-moi si je me trompe, et votre rêve, c'est le village global. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous pouvez comprendre que ce rêve n'est pas partagé, et non pas par populisme, mais vraiment parce qu'on peut être attaché à la culture, à une culture commune, et à une souveraineté. Est-ce que vous l'entendez ? Oui, alors je l'entends. D'abord, je défends mes idées. Je sais bien qu'il y a des gens qui ne partagent pas, donc j'essaye de les convaincre. Donc naturellement, j'entends qu'il y a des idées différentes. Mais là où je ne rejoins pas tout à fait ce que vous venez de dire, c'est que je pense qu'on peut avoir une culture commune sans avoir un État-nation. Et on peut peut-être d'autant mieux avoir une culture commune et un vivre ensemble, etc., et un sentiment d'appartenance nationale. Parce que moi, je suis très patriote au sens où j'adore ce pays, j'adore sa langue, j'adore y vivre. Qu'on ne demande pas à des structures politiques d'assumer et d'imposer cette identité. Donc moi, ça me va très bien de me sentir français et de faire vivre la France tout en déléguant le processus de décision politique à l'Europe d'un côté ou au local de l'autre. Dans l'exemple que vous donnez, parce que dans l'exemple que vous donnez, c'est pas vraiment du vivre ensemble, c'est plus du vivre côte à côte. L'exemple que vous donnez en Inde. Non, parce que ce que je dis, c'est qu'on construit des valeurs communes, mais c'est la société civile qui les construit. Et je pense que ces valeurs-là n'ont pas à être imposées par le pouvoir politique. 3 idées que vous défendez. Le revenu universel. Je me souviens que ça avait été au cœur de la campagne électorale, défendu par Benoît Hamon, qui se faisait régulièrement critiquer et trier même parfois sur ce sujet. C'était surprenant de vous entendre défendre cette idée. Pourquoi est-ce que c'est libéral, le revenu universel? Ou est-ce que ça a été expérimenté? Pourquoi est-ce que ça marche? Alors, ce qui est très l'exemple du Brésil. L'exemple du Brésil. Ce qui est très libéral, c'est que vous donnez de l'argent aux gens
de manière complètement inconditionnelle, en estimant qu'ils sont les mieux à même de déterminer leurs propres besoins. Et donc c'est une politique radicale de lutte contre la grande pauvreté. Vous vous dites, désormais, tout le monde a de quoi survivre, et j'estime que les gens sauront quoi faire de leur argent. Et j'ai été effectivement visiter des villages au Brésil où cette politique est expérimentée, alors par des particuliers d'ailleurs, qui ont lancé une fondation, qui récolte un peu d'argent et qui, avec cet argent, distribuent véritablement, vont toquer à la porte des villageois et leur disent je te donne ton revenu, ça sera comme ça tous les mois. Et on s'aperçoit de quoi? Et c'est là qu'on rejoint ce qu'on disait sur la responsabilité individuelle. C'est que les gens, quand on leur donne de l'argent, est-ce qu'ils vont aller le boire au peuple du coin ou est-ce qu'ils... non. Les gens, on s'aperçoit de deux choses qui finalement est très confortant sur la nature humaine. C'est que d'une part, ils en font une utilisation qu'on peut juger rationnelle, et que d'autre part, tout le monde, chacun en fait une utilisation différente, suivant ses besoins, suivant sa famille, suivant ses caprices, suivant ses envies. Donc ça veut dire que vous en avez qui les utilisent pour acheter les lunettes de leur fille, vous en avez qui les utilisent pour prendre des cours de coiffure parce qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et être coiffeur, vous en avez qui les utilisent pour payer leur facture d'électricité. On a des revenus sociaux déjà. Mais le problème, c'est que ce sont des revenus toujours conditionnels, qui fait que d'abord, vous avez toujours peur de les perdre. Ils ne sont pas garantis. Quand vous êtes au RSA, c'est compliqué. Il faut le demander. Si vous retrouvez un boulot ou un petit boulot, vous le perdez. Supprimer tout ça et avoir une... Ça, c'est ce qu'on propose. Voilà. Là, c'est pas dans le cadre de ce livre, mais dans le cadre du Sinan que je dirige, on a proposé... Génération Libre. Génération Libre, on a proposé une formule extrêmement travaillée techniquement, en substituant un certain nombre de dispositifs, un revenu universel. De combien ? Alors en commençant à 500 €, c'est-à-dire l'équivalent du RSA, mais qui n'a pas toutes les contraintes du RSA, qui est donné à tout le monde, qui est compensé par un impôt sur le revenu à 25%, qui se substitue lui-même à impôt sur le revenu. Et donc vous faites un système extrêmement simple, extrêmement clair, extrêmement net, sans toutes ces histoires de niches, d'effets de seuil, etc. qu'on a aujourd'hui. Et en fait, c'est aujourd'hui qu'on est dans l'assistanat, parce que les gens, ils sont pas encouragés à travailler avec tous ces dispositifs. Alors qu'avec un revenu universel, vous avez votre base. Ensuite, tout ce que vous faites en plus, c'est de l'argent que vous gagnez pour vous. Et donc, ça encourage la prise d'initiative, ça encourage la prise de risque, et ça encourage aussi à retrouver la maîtrise de votre vie, parce que vous n'avez plus peur d'avoir faim ou Mais l'exemple que vous donnez est mesuré quand vous parlez de 500 €. J'ai pas le sentiment qu'on puisse véritablement éradiquer la pauvreté avec 500 €. Et quand on commence à projeter avec une somme qu'on peut entendre comme raisonnable quand on a la volonté d'éradiquer la pauvreté, c'est là qu'on est confronté à des vrais problèmes. Mais encore une fois, je reviens sur la problématique de finalité. C'est que l'idée, elle est bonne. Enfin, pour vous donner l'exemple des prisons, puisque tu veux qu'on cite les exemples, vous donnez l'exemple des prisons à ciel ouvert. Là, on vient d'arrêter hier un type qui a commis 40 viols, qui était pour tout le monde un citoyen ordinaire, comme manifestement c'est souvent le cas. Comment on peut envisager une peine juste dans le cas de cet individu et dans l'approche carcérale que vous proposez? D'abord, ce qui importe, j'ai découvert à l'occasion de ce voyage en Finlande la politique libérale pénale qui nous vient de Beccaria, et Beccaria a des Lumières, et Beccaria est le premier à avoir dit la prison n'est pas faite pour faire souffrir, la prison est faite pour protéger la société. Quelle est la meilleure manière de protéger la société? Est-ce que c'est de taper sur les détenus, de les rendre fous, d'en faire des animaux en cage, ou est-ce que c'est au contraire de les rendre plus humains et d'essayer de les réintégrer en les formant, éventuellement en leur apprenant un travail, etc. Ce qui est exactement ce qui se passe en Finlande. Ensuite, vous parlez de cet individu en particulier. En Finlande, tout le monde ne va pas en prison ouverte. Vous commencez par la prison fermée. Et ensuite, on juge de ceux qui sont capables de passer en prison ouverte indépendamment de la nature du crime et simplement sur leur comportement. C'est-à-dire, on oublie ce qu'il y a derrière. Mais on voit que si le gardien considère que c'est un individu qui a l'air responsable, raisonnable, qui a envie de faire un effort, alors on le met dans un espace ouvert. Alors il y a des J'ai bien compris ça, puisque je vous ai bien cité l'exemple précis d'un individu dont le comportement était absolument non, mais c'est dans le délit. Dans le délit qu'il a commis. Après, on ne sait pas. Une fois qu'il sera interpellé, on verra. Si tu veux, on voit bien que c'est quelqu'un qui a la capacité de feindre un comportement tout à fait normal. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des erreurs. Ils ont eu des problèmes en Finlande. Il y a eu des types qui se sont échappés et qui ont recommis des crimes, etc. Mais dans l'ensemble, ils considèrent que c'est bénéfique à la société parce que le taux de récidive est beaucoup plus bas à la sortie des prisons ouvertes. Il n'y a pas la même population non plus. Si. Monsieur Koenig, ma question précisément. David, on a compris.
sur le détenu, plus général. Mais moi, je voudrais qu'on prenne d'autres exemples. La laïcité, en France. Ça, alors là, en ce qui concerne la religion, nous, on est arc-boutés. C'est le principe de la laïcité, c'est 1905. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a du mal à déverrouiller en ce qui concerne la religion? Moi, c'est un sujet sur lequel... On voit ce qui s'est passé avec la Parce que vous êtes pour le voile, même dans les services publics. Même par ceux qui représentent, donc, qui sont derrière les services publics. Donc, est-ce que... Et ça, je veux dire, j'étais un peu mal à l'aise sur ce sujet. Moi, je suis athée, je suis plutôt nietzschéen. Les religions, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Mais je me suis dit, c'est quand même un sujet important aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que j'ai été chercher cet État en Inde, où depuis des millénaires, tous les grands monothéismes coexistent dans la joie et la bonne humeur, en allant vite. Je me suis dit, mais comment font-ils? Et j'ai été voir, j'ai constaté que c'était le cas. Effectivement, vous avez des synagogues à côté des mosquées, à côté des temples bouddhistes, etc. Et j'ai été voir l'intellectuel un peu du coin, mais qui est aussi un grand intellectuel, Sachi Tharour, qui a écrit un très beau livre d'ailleurs sur l'empire colonial anglais récemment, et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, et il m'a dit ah oui, effectivement, cette tolérance, c'est d'abord l'arme du 21e siècle, parce qu'on va être un siècle multiculturel, un siècle cosmopolitique, comme on disait, donc on va avoir besoin de cette tolérance dans le monde entier, parce que nos sociétés ne vont plus être des sociétés homogènes, et donc l'Inde, au moins le sud de l'Inde, un bon modèle, et il m'a dit, mais détrompez-vous, ce n'est pas, parce que c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui parle français, qui a été diplomate, donc qui connaît aussi la France. Il a dit, c'est tout sauf votre laïcité. Parce que votre laïcité empêche les gens d'exprimer leurs croyances, leur foi, et du coup les frustre, et du coup crée des tensions. C'est-à-dire qu'ils peuvent les exprimer, mais dans le cadre dans un cadre uniquement privé. Et du coup j'ai relu des choses sur la loi de 1905 et des historiens, et ce que j'ai cru comprendre, je tombe peut-être, c'est qu'en fait depuis 20 ans on désinterprète ou on fausse l'interprétation de cette loi en faisant une loi contre la religion, en faisant une loi qui sépare l'espace privé et l'espace public, en disant grosso modo dans l'espace public essayons d'éradiquer au maximum l'expression des croyances. Que la loi de 1905 était construite de manière beaucoup plus libérale pour le coup, puisqu'elle disait une loi de coexistence des religions. Mais quand ils ont discuté en 1905 de savoir si la soutane devait être interdite dans l'espace public, donc vous voyez, on est assez près quand même des questions de voile, ils ont dit non. Il y avait déjà des députés qui disaient oui, pour libérer, et c'est exactement le même discours qu'on entend aujourd'hui sur le voile, pour émanciper l'individu, il faut interdire la soutane. Et d'autres lui ont répondu, écoutez, il faut distinguer deux champs. Le champ de l'État et du politique, qui doit laisser vivre les gens, si évidemment ils n'agressent pas autrui. Et de l'autre côté, le champ de la société civile, et c'est là que le combat est à mener. L'anticléricalisme, vous le mènerez d'autant mieux que vous le ferez par vos écrits, par vos prises de position, par l'exemple que vous montrerez, par les amis à qui vous parlerez, par vos posts Facebook, etc. Que vous ne demanderez pas à l'État de se substituer à la conviction morale que vous n'avez pas réussi à imposer. On ne peut pas retirer une croyance par la force. On peut la retirer uniquement, et c'est là que je crois à la rationalité, je crois à la discussion, je crois au pouvoir de convaincre, même si c'est dur des fois quand on voit le genre de poste. Moi, je fais derrière, on y voit du prosélytisme qui va mettre à mal un modèle français, qui est le modèle peut-être mais ce prosélytisme, c'est vrai, mais on ne peut y lutter. Un modèle récent. On ne peut y lutter que par les mots. D'abord et avant tout par les mots. Et j'ai l'impression qu'on ne le fait plus. C'est-à-dire, on demande à l'État de faire en notre nom ce qu'on n'arrive plus à faire nous par les écrits. Qui a mis à mal la religion chrétienne en France? C'est 1905 ou est-ce que c'est Voltaire? C'est Voltaire, par ses écrits, qui a essayé et d'autres, et beaucoup d'autres, qui a essayé d'éradiquer les sources de la superstition religieuse. Mais dans un même temps, l'idéal Kerala que vous donnez, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont côte à côte, mais ils ne vivent pas ensemble, puisque dans un même temps, vous dites qu'il n'y a pas, par exemple, de mariage. C'est vraiment des communautés côte à côte, et c'est d'autant plus respecter cette interdiction du mélange que ce modèle est là. Ça veut dire les plats, vous donnez l'exemple d'un plat indien, où justement on les dispose. Donc, est-ce que c'est ce modèle-là que vous voulez aussi pour la France? Alors, c'est pas faux. En effet, ce qui se passe, c'est que, alors, ils sont très mêlés dans leur travail, par exemple. C'est-à-dire que les entreprises, tout le monde, toutes les religions, etc., ils sont très mêlés à l'école aussi. Mais c'est vrai que les familles et les communautés restent... ne se marient pas entre elles. Ça, c'est tout à fait juste. C'est pas ce que je prône pour la France, mais je pense qu'on peut s'inspirer des bons éléments du Kirana dans l'expression des religions sans finir dans le communautarisme. Et je pense que c'est pas une loi qui peut régler ça. Oui, c'est aux gens c'est sur les individus, c'est leur propre responsabilité. Pour s'inspirer, c'est devenir minoritaire. Pour les judo-chrétiens, intégrer le devenir minoritaire. C'est ce que vous dites dans votre livre. Sur le devenir minoritaire, j'embrasse ça à Deleuze en disant, en fait... ça, c'est très... Oui, mais enfin, la force de la tolérance, c'est se dire finalement, je ne suis jamais... Parce que la tolérance en Europe, ça a été souvent, c'était la tolératio de tradition thomiste, qui était quelque chose d'assez méprisant. C'est évident, je te tolère, c'est-à-dire
j'accepte que tu sois à côté de moi, même si je sais que tu es dans l'erreur. Et la véritable tolérance, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de groupe majoritaire et que chacun finalement constitue, surtout en ce moment où les identités sont complexes, des strates d'appartenance différentes, en étant un peu ceci, un peu cela. Moi, je suis 1000 choses à la fois. J'ai du mal à me reconnaître dans un seul groupe homogène. Et je pense que ce sera de plus en plus le cas. Et que plus on reconnaît cette situation, plus on apaise la société. Jacques, dernière Mais question. en France, la solution, donc appliquons la loi de 1905 à l'origine. Complètement. Voilà. Un message pour Manuel Valls. Ah bah complètement, mais c'est pour ça que je suis Tiens, tout à fait opposé. un dernier mot sur la bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday, justement, Oui, aujourd'hui. voilà. L'héritage, ça aussi, il faudrait déverrouiller l'héritage, arrêter avec les parts réservataires. Exactement, c'est quand même assez incroyable qu'aujourd'hui, la France partage avec l'Italie, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, le Mexique et le Brésil, le fait de ne pas pouvoir léguer à qui vous le souhaitez. Mais si vous voulez déshériter vos enfants, pourquoi vous en empêchez ? C'est votre argent, ce sont vos biens. Et aujourd'hui, c'est finalement au nom d'une conception très judéo-chrétienne de la famille qu'on oblige les parents à donner un quart ou un moitié ou 3/4, suivant le nombre d'enfants, à leurs héritiers biologiques. Mais c'est tout à fait étrange et c'est tout à fait peu respectueux du libre arbitre de celui qui souhaite disposer de son argent de ses biens comme il l'entend. Voyage d'un philosophe au pays des libertés, c'est à lire, c'est inspirant, ça nous fait réfléchir sur le modèle français et son devenir. Justement, Gaspard Koenig, merci d'être passé par le Grand Oral des GG. Merci beaucoup. Dans un instant, et tout de suite, c'est Yves qui est là pour le GG et vous.